Dites-nous tout. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Alain Deneau, philosophe et spécialiste des fonctions de l'argent et de la criminalité financière, enseignant au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Alain, vous êtes né à Gatineau le 26 septembre 1970. Oui, presque pendant la crise d'octobre. C'est vrai? Vous étiez prédestiné. Peut-être. Oui. Vous avez fait des études de doctorat en philosophie à l'Université Paris 8. Depuis 2004, Alain, vous publiez des ouvrages qui dénoncent les outrages liés à l'argent et à l'exploitation. Paul Martin et compagnie en 2004, où il était question des avantages fiscaux pris par l'ex-premier ministre du Canada. En 2008, vous publiez Noir Canada. C'est pour ça que Jean-Philippe Cipriani et Biz vous connaissent. Corruption et criminalité en Afrique, où vous exposez les relations douteuses qu'entretiennent des compagnies minières canadiennes en Afrique. Le livre vous vaut des poursuites de l'ordre de 11 millions de dollars de la part de Barrick Gold et de Banro, deux compagnies minières qui s'estiment lésées par votre livre. S'ensuit un combat de 42 mois avec votre éditeur. Combat raconté dans un film de Julien Fréchette intitulé Le Prix des mots, qui va prendre l'affiche à Montréal et à Québec vendredi. Que retenez-vous de cette expérience, Alain Deneau? Beaucoup de choses qui seraient difficiles à traduire en peu de mots, mais d'abord que le système de justice dans lequel on est corrompu par l'argent. Quand je dis corrompu par l'argent, je pense pas à des enveloppes brunes, je pense que c'est beaucoup plus structurel que ça, c'est-à-dire que l'argent se pose d'une manière déterminante à toutes les étapes de la procédure judiciaire aujourd'hui. Et aussi, on se rend compte que la jurisprudence et le droit en général dans son état dotent les juges et les juristes d'un appareil de pensée assez grossier. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans un tribunal, pour être un peu comestible par la jurisprudence, j'ai dû plus ou moins laisser mes avocats me présenter comme un journaliste, alors que je fais de la recherche en sciences sociales et j'ai une formation en philosophie. Donc, vous enlevez de la crédibilité d'une certaine façon. C'est simplement qu'il faut être visible en fonction d'un arsenal de termes et de notions assez grossières. Et quoi dire sinon? Je veux dire sinon qu'on est dans un système où la participation au débat public n'est pas immunisée. C'est-à-dire que lorsqu'on se positionne par rapport à des enjeux qui ne concernent pas un intérêt propre. Alors moi, sur la question africaine, par exemple, en 2008, je n'avais rien à défendre en ce qui me regarde. Ouais. Je n'étais pas immunisé. C'est-à-dire que je devais être prêt à fourbir mes armes contre des entités qui ne sont même pas des personnes, mais qui sont des entités morales. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. C'est-à-dire que pendant qu'on soi-même, si on est suffisamment en santé mentale, on sait que si on est à un endroit, on n'est pas à un autre, on est face à des entités qui peuvent se démultiplier au nombre de leurs mandataires. C'est-à-dire que pendant qu'on mène 4 poursuites judiciaires en même temps, on peut représenter ses intérêts dans un forum commercial et puis signer des contrats dans différents pays du monde. Je veux dire, c'est une sorte de monstre virtuel face auquel on est confronté et ça pose énormément de problèmes. Des problèmes d'impunité, notamment, évidemment. Et puis c'est encore une fois la justice des riches, là. Vous n'aviez sûrement pas les moyens de vous défendre contre des multinationales aussi. Tous les contribuables financent le système de justice, mais seuls des millionnaires y ont accès. Et un des problèmes liés à ce fait, c'est que ce sont des clients que les avocats défendent et non des citoyens. La notion de client n'est pas une notion politique, c'est pas une notion juridique, c'est essentiellement une notion économique. C'est-à-dire qu'on est client lorsqu'on a les moyens de se prévaloir des services qui sont indispensables pour avoir accès à nos droits. Et aujourd'hui, lorsqu'on est en présence d'avocats qui facturent 300, 400, 500 $ de l'heure pour des causes qui savent rendre interminables aux besoins à coup de procédure, ben on voit très bien que le système de justice est l'apanage d'une oligarchie. Vous lancez aujourd'hui un nouvel ouvrage intitulé Gouvernance, le management totalitaire. Est-ce que ce combat mené contre ces entreprises minières a changé la façon dont vous abordez ou vous écrivez vos livres? Sûrement pas sur un sujet comme celui-là. C'est sûr qu'une expérience comme celle-là nous donne un peu mieux à comprendre dans quel monde on est. Je veux dire, je me demande aujourd'hui si Nietzsche serait légal au Canada, étant donné nos lois sur la diffamation. Mais c'est une vraie question. Vous savez que des intellectuels américains n'osent pas intervenir dans des colloques au Canada de peur de se faire poursuivre, alors que la liberté d'expression est défendue chez eux. Mais sur la question de la gouvernance, il s'agissait plutôt de revenir à un enjeu qui m'est cher, c'est celui de la question de la souveraineté au sens d'un concept philosophique. La souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir qui décide, qui mène au nom du bien public. Et aujourd'hui, on se rend compte que les termes traditionnels de la politique,
c'est-à-dire la citoyenneté, la souveraineté, le droit, le bien commun, que les peuples, le conflit, le débat, les convictions, ainsi de suite, se trouvent en quelque sorte filtrés, nettoyés, lessivés par un autre arsenal de termes, toute sorte de corpus terminologique qui est celui de la gouvernance. Et on peut se demander déjà d'où vient ce mot et pourquoi subitement tout le monde l'utilise. Ouais. Mais vraiment sur tout le spectre politique, alors que c'est un barbarisme. Et la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est un substantif créé à partir du participe présent du verbe gouverner. Le participe présent est le temps le moins engageant de la langue. C'est comme si tout d'un coup, plutôt que de dire la promenade, on disait la marchance. Donc là, qu'est-ce que c'est que le participe présent? Au fond, le participe présent, c'est un temps qui consiste à transformer sur le mode d'un état une action. Alors que l'infinitif, lui, marque clairement une action. Ouais. Alors, plutôt que de parler de politique, de démocratie, de citoyenneté, d'engagement, de débat, de lutte, là, on parle de bonne gouvernance. Et là, on anesthésie tout le monde parce qu'on prive le commun du discours politique, du lexique politique qui a été le sien pendant des générations et des décennies et des siècles au profit d'une sorte de jargon managérial qui ne veut rien dire. De l'acceptabilité sociale, ça ne veut rien dire. La gouvernance, ça ne veut rien dire. Le développement durable, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on inonde les gens de termes, même la société civile, qui est un concept qui a été complètement évidé, là, de mots qui ne donnent pas de prise. Et que dire de compétitivité aussi, hein? Oui, exactement. Oui, dont nous avons parlé sur ce plateau. On parlait dans le monde diplomatique de transposer ce concept-là très économique aux états de compétitivité d'un État à l'autre, alors que c'est complètement intellectuel. Celui de capital, et celui de le capital beauté, le capital social, le capital culturel, ainsi de suite. Alain Deneau, vous l'expliquez très bien. Le terme gouvernance s'est mis à être appliqué systématiquement à l'époque de Margaret Thatcher, dans les années 80, à l'époque donc de la naissance ou de la prolifération du néolibéralisme, de la déréglementation des instituts gouvernementaux, là. À quoi il sert? Il sert... Et à qui il sert, en fait? Ouais, et c'est une bonne question. Le terme gouvernance sert à substituer le fait même de la politique, qui est par définition conflictuel, problématique, à celui de la gestion. C'est comme si la gestion, c'est ce que veut dire la gouvernance, au fond c'est bien gérer quelque chose, c'est comme si la gestion prenait la place de la politique, alors que jadis la gestion était au service de la politique. Donc là il y a une sorte de putsch par la gestion de la politique. Et là on gère en fonction de quelle politique? D'une politique qui est évidemment néolibérale, mais qu'on ne nomme plus. Donc qu'on ne soumet plus au débat public, qu'on naturalise. Et il s'ensuit un grand nombre de prémices qui consiste à faire marcher l'ensemble de la population, on va dire maintenant des participants, des parties prenantes, la société civile, on dira plus des gens puis des peuples, dans des structures délibérantes qui sont pensées par les plus forts. Et donc ces prémices-là, je peux les décliner rapidement. Il y en a une cinquantaine dans votre livre. Il y en a une cinquantaine, mais il y en a 2-3 principales. C'est l'idée que les États aujourd'hui ne sont plus cette espèce de tiers gérant le bien commun, mais sont des entités en soi qui sont encerclées d'autres partenaires, parce que l'État devient partenaire, qui peuvent être autant des multinationales que des représentants de communautés, que des parlementaires, que des syndicalistes, que des défenseurs de l'environnement, ainsi de suite. Et ceux-là doivent délibérer sur la base de relations inégales en fonction d'intérêts. Et le plus grave dans la gouvernance, c'est qu'on postule l'inégalité. C'est qu'au fond, on discute dorénavant, non pas en fonction du bien public, mais d'intérêts entre acteurs inégaux, les plus faibles étant invités à greffer leurs petits intérêts à l'intérêt majeur du plus fort. C'est très clairement ce qu'on voit dans le plan Nord, c'est ce qu'on nous présente dans le prochain sommet sur l'éducation, ainsi de suite. C'est en quelque sorte un État qui est simplement l'organisateur d'une rencontre entre des acteurs inégaux qui sont censés développer un consensus, c'est-à-dire parler de la même manière d'une même chose, alors que, au fond, très souvent, tous les opposent. Et évidemment, le juste milieu, la juste part entre des acteurs inégaux sera toujours plus près du plus puissant que du moins puissant. L'intérêt de l'argent des multinationales. Alors que la politique consistait à trancher dans des rapports de force en fonction du bien commun. Bien évidemment, on n'y est jamais arrivé. On est en tension vers ça. Mais avec la gouvernance, on s'en éloigne. Le livre fait presque 200 pages. Il y a une cinquantaine de prémices. Vous consacrez quelques pages aux solutions possibles dans un chapitre intitulé « D'accord, mais vous, que proposez-vous, Alain Deneau? » Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette doctrine politique qui est celle de la gouvernance? D'abord, cesser de
s'adresser à quiconque comme s'il était l'expert qui allait donner la réponse. Non, mais vraiment. Donc, ça commence par moi. La délibération publique. Mais il faut parler de ça aussi, hein. Oui, bien sûr. Mais il faut revenir. Après avoir posé le constat avec lequel on est tous plus ou moins d'accord, là, quels sont les outils dont on dispose? Comment changer les choses? On est toujours en démocratie, est-ce qu'on cherche? Avec la gouvernance, je le sais plus. Parce que je pense que la gouvernance est le contraire de la démocratie, c'est-à-dire que c'est un système qui est pensé par une oligarchie qui vise à faire en sorte que les plus petits reconnaissent leurs intérêts mineurs dans les intérêts majeurs de cette caste qui est en mesure de donner, disons, de dresser un ordre du jour puis d'imposer une marche à suivre. C'est-à-dire, c'est pas les gens qui décident tout d'un coup d'exploiter le Nord québécois, ça se fait pas sur un mode démocratique. Tout d'un coup, ce projet-là s'impose et il faut trouver des intérêts mineurs à greffer au grand intérêt essentiellement des grandes entreprises afin d'avoir voix au chapitre. Bon, on peut pas dire en trois. Ce qu'on peut proposer, c'est la démocratie en tant qu'on reconnaît que l'intelligence est donnée en partage et qu'il y a personne qui est habilité à se présenter comme ayant, plus de compétences qu'autrui pour juger de ce qui est d'intérêt commun. On peut évidemment être compétent pour juger de ce qui relève de ses intérêts propres, mais de l'intérêt commun, non. Et actuellement, on se retrouve dans une sorte de situation où tout le monde y va de sa petite plaidoirie par rapport à ses petits intérêts et on perd de vue ce qui est de l'ordre du bien commun, du bien public, de l'intérêt commun. Voilà. Il faut lire donc Gouvernance, le management totalitaire, votre nouvel ouvrage. Ça fait vraiment réfléchir Alain Deneau au monde dans lequel on vit. Donc, c'est publié chez Lux Éditeur. Il faut savoir aussi que Le Prix des mots, le film de Julien Fréchette qui raconte votre combat contre les minières canadiennes, est à l'affiche à Montréal et à Québec à compter de vendredi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci.